questions les plus récurrentes sur cette première saison, ça a vraiment été, bizarrement, la question de ma sécurité. Et je la trouve très intéressante, cette question, parce que finalement, je n'ai pas été inquiétée, menacée ou quoi que ce soit, mais la peur venait des gens qui regardaient l'émission. Et ça en dit très long, hein, sur le degré d'acceptation des Africains en matière de violation de nos droits d'expression, de notre liberté de ton, etc. C'est-à-dire que finalement, nous sommes devenus nous-mêmes les premiers agents de la censure. Et c'est terrible. Et pour moi, ça renforce encore plus l'importance d'une émission comme le débrief. C'est vraiment, il faut qu'on se réapproprie en fait notre liberté de nous exprimer, de pouvoir parler sans avoir à raser les murs, de pouvoir parler sans craindre pour sa sécurité. Et je le dis d'autant plus que je surveille, hein, bien sûr, ce qui se passe en termes de liberté de la presse. Je regarde le classement chaque année. Je regarde notamment, bien sûr, l'évolution des pays africains dans le classement. Ce n'est pas toujours très rassurant. Il y a généralement plus de dégringolades dans le classement que de gens qui ont augmenté, en tout cas, leur positionnement dans cette liste. Bien évidemment, je regarde l'actualité et l'arrestation de journalistes, que ce soit Hopewell Chinono au Zimbabwe ou encore d'autres personnes au Niger, Samuel Ouazizi au Cameroun, etc. Donc malheureusement, la liste est extrêmement longue. Donc je suis consciente des risques, bien sûr, qu'il y a à parler de politique et de ne pas forcément aller dans le sens du vent. Mais à la fin, j'ai une intime conviction, c'est qu'on ne peut pas avancer vers des pays démocratiques si on est muselé. Ça n'a aucun sens. Bien évidemment, ceux qui ont peur de s'exprimer, je le comprends. Ils ont peur parce qu'ils ont des raisons légitimes d'avoir peur. Hein. On a vu ce que les régimes, certains régimes africains en tout cas, sont capables de faire quand ils considèrent que quelqu'un dépasse certaines bornes. Mais quand même, je pense que en me concernant en tout cas, c'est une prise de risque qui se tient. Et je pense que je n'aurais pas été tranquille avec ma conscience si j'avais volontairement omis certains sujets par peur. Surtout quand ces sujets touchent, encore une fois, à quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est la liberté individuelle, qui est un droit, un droit basique. Malheureusement, un droit qui est bafoué très, très régulièrement. Et je pense que avec ce qu'on a comme ambition pour le débrief, la moindre des choses, c'est de pouvoir en parler. La moindre des choses, c'est aussi montrer de l'empathie et de la solidarité avec d'autres peuples africains qui traversent la même chose que nous, que vous, que nous tous. Je pense qu'il y a aussi ce besoin-là de rappeler que la solidarité ou le panafricanisme n'est pas juste une affaire de comparer nos plats gastronomiques ou de comparer la beauté de nos sœurs ou de comparer... j'en sais rien, moi, nos footballeurs, etc. Ça fait partie du folklore et c'est très bien, ça maintient les liens. Mais je pense que le panafricanisme, c'est aussi d'exprimer une certaine solidarité face aux problèmes communs, finalement, que nous rencontrons sur le continent. Hello chers amis, hello à toutes et à tous, mes chers amis débriefeurs, comment allez-vous? Je suis Paola Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief. Je suis Paola Audrey Ndengue. C'est toujours un peu problématique pour moi de me présenter, donc on va aller par ordre chronologique. Alors, j'ai commencé à écrire en ligne en 2002-2003. Donc, ma première création de contenu date de là. Ensuite, en 2007, avec d'autres, j'ai cofondé un blog qui est devenu un média par la suite, qui s'appelle Fascist Black. À l'époque, l'idée, c'était grosso modo de mettre en avant les talents, qu'ils soient mannequins, photographes, créateurs, etc., afro, dans le secteur de la mode. Parce qu'on avait déjà observé à l'époque que, voilà, on sait que les personnes issues de la communauté noire sont des faiseurs et faiseuses de tendances, mais on ne les voit pas nécessairement dans les médias mode grand public. Et donc, déjà à l'époque, ça nous apparaissait un peu comme problématique. Et donc, au lieu de demander aux médias, entre guillemets, mainstream, d'être plus inclusif, on a plutôt décidé de créer une plateforme, en tout cas, où on pouvait valoriser ces différents talents afro dans la mode. Et donc de blog, c'est devenu un magazine en ligne. Et puis de magazine en ligne,
on a décidé, pourquoi pas, de lancer un magazine papier. Alors, nous étions notamment une équipe et 3 cofondateurs, jeunes étudiants africains à Paris. Donc, vous vous doutez bien que pour lever des fonds, ou en tout cas obtenir ne serait-ce qu'un prêt, c'était très compliqué. Et donc, je pense qu'on a toujours eu un peu cette approche pour nous, par nous, et on a décidé de s'autofinancer. On a mis en place en gros une espèce de cagnotte en ligne. Ça, c'est en 2011. Et donc, on a pu lever 50 000 $ en 2 mois grâce à notre communauté exclusivement. Donc voilà, en gros, comment je me suis retrouvée à 22-23 ans à devenir rédactrice en chef d'un magazine de mode édité en 2 langues et distribué dans une dizaine de pays à l'international. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Ça nous a permis, par exemple, de travailler avec pas mal de talents et de célébrités afro. On a eu l'actrice Aïssa Maïga en couverture, on a eu Solange Knowles. Je pense qu'on était probablement un des premiers médias non américains à la mettre en une. On a également eu Kelly Rowland, qui a posé pour nous, et bien d'autres célébrités. Je pourrais mentionner, je crois en 2016, on a eu le top modèle angolais Maria Borges, qui a posé en couverture avec l'actrice sud-africaine Pearl Thusi. Et Pearl Thusi, c'est une actrice que vous avez peut-être vue sur Netflix dans la série Queen Sono. Donc voilà, on avait un média bilingue, anglais-français, panafricain, profondément panafricain, et avec vraiment cette ambition de mettre en avant voilà, tous les talents créatifs, qu'ils soient dans la mode, dans la beauté ou le lifestyle afro, aussi bien encore une fois sur le continent que dans les diasporas. Donc ça a été une très belle expérience, et j'allais dire pour poursuivre ça, on a publié un livre qui s'appelle Global Africa, que j'ai coécrit avec mon associée Laura Ebois. Et donc pareil, toujours dans cette même démarche de mise en avant, on a voulu valoriser 150 personnes, entreprises, magasins, marques, photographes, etc., qui font vibrer la mode en Afrique. Donc ce livre-là est sorti. Également, ça a été un plaisir et une expérience enrichissante de travailler dessus. Donc, on va dire plus ou moins, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, toute cette expérience accumulée avec Fascist Black a commencé à me servir, notamment quand j'ai monté mon agence de conseil, donc Panel & Company en 2013. Là, on sortait de la mode, on allait plutôt vers de la musique, et voilà, même si on restait dans du secteur lifestyle africain. Et donc là-dedans, j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur du conseil en marketing, en relations médias, spécifiquement pour le secteur créatif et le secteur du divertissement en Afrique. Et l'agence s'est notamment faite connaître parce qu'on a travaillé avec pas mal d'artistes que certains connaissent peut-être, du producteur centrafricain Bodhisattva à l'artiste camerounaise Stanley Eno, en passant par le groupe ivoirien Kif No Beat, avec qui on a travaillé pendant un petit moment. Voilà, il y a eu d'autres artistes, mais c'est une espèce de petit sample, hein, grosso modo, d'artistes avec qui on a pu travailler en termes de relations avec la presse, de conseils en promotion, en marketing. Donc pour ce type de projet, ce type de clients, ce qu'on faisait grosso modo, c'était du placement média. On les accompagnait également sur du marketing et du branding, mais il pouvait également arriver qu'on fasse aussi de la mise en place de collaborations. C'est ce qui s'est passé sur le projet Cubisme du groupe Kif No Beat. Donc on leur a pitché 2 collaborations, une avec l'artiste nigérian Burna Boy et l'autre avec le rappeur sud-africain Casper Nyovest. Donc une fois qu'on a eu leur accord et qu'ils ont trouvé le projet de collaboration intéressant, on a fait la même chose en allant voir Burna Boy et Casper Nyovest également, et donc on a pu voilà, discuter de part et d'autre. Et une fois que tout a été mis en place, après on a pu effectuer la mise en relation entre ces artistes-là. Et voilà, du coup, il y a des titres qui en sont sortis, on en est très fiers. Ça représente vraiment aussi, j'allais dire, même à titre personnel, une vision panafricaine que j'ai, qui est de voilà, mettre en place des collaborations et mettre en place des synergies qui vont au-delà même des barrières linguistiques à l'intérieur même du continent africain. Donc voilà, c'est, j'allais dire, grosso modo un peu ce qu'on a pu faire sur cette agence. On a également rédigé des livres blancs sur la culture urbaine au Cameroun, par exemple. Là, l'idée, c'était plutôt de sonder, d'évaluer, d'analyser un peu le marché de la culture urbaine au Cameroun pour que, éventuellement, certains décideurs puissent y voir l'intérêt que ça représente d'investir financièrement dedans.
Et donc, c'est pour ça que ces 2 documents d'ailleurs étaient mis à disposition gratuitement pour que voilà, l'information puisse circuler. Donc, grosso modo, c'est vraiment ça le positionnement de notre agence, c'est vraiment de travailler sur des problématiques créatives africaines, qu'elles soient musique, mode, beauté et du coup contenu, puisqu'on est en train de parler du débrief. Alors, comment est né le débrief? Alors, pour le contexte, en 2019, on a produit et j'ai animé une émission pour TV5 Monde Afrique qui s'appelait et qui s'appelle toujours African Pop. Là, l'idée à l'époque, c'était de parler de l'actualité pop culture en Afrique, donc aussi bien les sorties musicales que littéraires, que des recommandations de séries ou de films qui ont trait à l'Afrique. Donc, on a animé et produit ça pendant quasiment toute l'année 2019. Et donc, pour l'année 2020, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouveau projet audiovisuel? Et du coup, je suis allée un peu fouiller dans mes cartons et il y a un projet, j'allais dire, que je mûrissais comme ça dans ma tête depuis 2-3 ans, donc qui s'appelle, allez, en tout cas, je l'avais appelé le récap avant de l'appeler le débrief. Ça s'appelait initialement le récap. Et l'idée avec le récap, finalement, c'était d'avoir un contenu qui commente, analyse l'actualité et surtout qui est à destination des jeunes. Parce que grosso modo, ce que j'avais observé, et c'est de là que la réflexion est partie, c'est que finalement, quand on regarde un peu les contenus sur le continent africain, notamment francophone, on se rend compte très rapidement qu'il y a une espèce de division des tâches, ou en tout cas une espèce de répartition des sujets sur lesquels les jeunes peuvent ou sont autorisés à s'exprimer ou pas. Alors tout ce qui touche au divertissement, à la culture, à la musique, à la danse, au film, bref, tout ce qui a trait finalement à de la fiction ou à du divertissement, là-dessus, il n'y a pas de problème pour la jeunesse africaine, on lui laisse complètement le champ libre. Mais alors, ce qu'on observe très rapidement, c'est que dès qu'on va essayer d'aller sur des problématiques qui touchent à la bonne gouvernance, qui touchent aux libertés individuelles ou collectives, etc., là, tout de suite, il y a comme un changement. On observe que finalement, il n'y a qu'un certain groupe ou un certain type de personnes qui sont autorisées à s'exprimer sur ces questions. Donc, quand j'ai fait cette observation-là, j'ai pris quasiment 3 à 6 mois à scruter, à scanner, à analyser un peu les contenus, justement, j'allais dire politiques ou d'actualité politique ou sociale sur le continent africain, encore une fois en Afrique francophone. Et c'était très flagrant de voir à quel point finalement les jeunes, qui sont pourtant la majorité sur ce continent, finalement n'ont pas droit à la parole ou en tout cas ne sont pas considérés comme suffisamment pertinents pour s'exprimer sur ces questions-là. Alors, du coup, en allant comme ça dans la réflexion, j'ai pris le temps d'interroger certaines personnes, essayer d'analyser un peu la problématique sous différents angles. Et du coup, c'est comme ça que finalement l'idée du débrief est venue. Alors, en termes d'intention sur le débrief, il y en a beaucoup. C'est même peut-être un peu trop ambitieux, mais soit. Je pense que la première chose à citer quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui, et on a eu pas mal de retours en commentaire sur cette première saison, il y a une véritable méfiance de la part du public concernant l'information telle qu'elle est traitée ou telle qu'elle est diffusée par les canaux médias traditionnels, notamment les chaînes de télévision d'État sur le continent africain. Il y a une espèce de méfiance très très forte envers ces médias-là, envers l'information qui est donnée. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle n'est pas instrumentalisée ou manipulée, etc. Donc ça fait que finalement les gens se détournent progressivement de ces canaux-là. Et non seulement ils s'en détournent, mais il y a également la technologie. Les gens aujourd'hui se renseignent sur Internet, ont une diversité de sources d'informations. Donc ça renforce encore une fois cette espèce de rejet quasiment des médias traditionnels. Donc ça aussi, ça a beaucoup compté et j'ai pris ça en compte en préparant l'émission. Et toujours pour revenir sur cette question des intentions derrière le débrief, il y a la volonté en tout cas d'offrir autre chose, une alternative au discours médiatique traditionnel. Parce qu'avant d'être productrice et animatrice, je suis d'abord consommatrice de contenu média. Et donc, cette réflexion-là même, je l'ai faite avant même de penser à l'émission. C'était, on considère que sur le continent africain, les médias sont quand même relativement cadenassés. Il y a très peu de liberté de ton. Ça aussi, c'est un autre point très important, j'allais dire, dans l'historique, en tout cas, de la fabrication du débrief. C'était aussi de montrer, et
voilà, démontrer qu'on peut exercer une liberté de ton sans tomber nécessairement dans la désinformation. Le troisième point, ce serait de aussi mettre un peu en avant le commentaire ou l'analyse, notamment politique, faite par des jeunes. Parce qu'il y a une rengaine qu'on entend très souvent qui est que la jeunesse africaine ne s'intéresse pas aux problèmes du continent, qu'elle est juste... voilà, il s'agit d'un groupe, une espèce de bétail un peu écervelé et qui n'est porté que par la musique, par la danse et par des choses finalement très légères, alors que c'est complètement faux. Je pense vraiment, et c'est ma conviction, que la jeunesse africaine a envie, est intéressée par les problématiques du continent, qu'elles soient politiques ou sociales, mais il faut tout simplement lui créer des plateformes et lui donner la parole surtout, et surtout l'écouter, parce qu'elle parle, elle s'exprime, cette jeunesse, notamment sur Internet. Donc, c'était aussi une des intentions derrière, en tout cas de démontrer ça derrière l'émission. L'autre point, ce serait aussi, je reviens vraiment sur cette question du panafricanisme, parce qu'en plus, la question s'est beaucoup posée sur cette première saison, j'ai trouvé ça intéressant. Panafricanisme, encore une fois, parce que le débrief n'est pas fait pour, j'allais dire, promouvoir ou présenter l'Afrique au reste du monde. J'ai envie de dire, le reste du monde n'est même pas dans ma cible, n'est pas dans ma réflexion. Pour moi, j'ai envie que cette émission soit un moment où l'Afrique se regarde elle-même, avec ce qu'elle a de bien, avec ce qu'elle a de moins bien, avec ses tares, avec ses qualités. Voilà, un vrai moment, j'allais dire, de réalisme. Voilà, on n'est pas dans l'angélisme, on n'est pas non plus dans le défaitisme total, mais il ne faut pas occulter les problèmes que l'on connaît. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que le contenu est panafricain. J'ai envie que quelqu'un qui est, j'en sais rien, au Gabon, effectivement s'intéresse, soit au courant de ce qui se passe au Zimbabwe, quelqu'un qui est en Afrique du Sud, soit conscient de certaines problématiques, par exemple, j'en sais rien moi, au Sénégal. Voilà, qu'on n'ait plus une espèce de réflexion régionaliste, parce que c'est ce que j'ai observé tout au long des autres projets panafricains sur lesquels j'ai pu travailler, c'est que les gens, en fait, se disent panafricains, mais en général, leur vision, c'est mon pays d'origine plus les 2-3 pays autour. Donc finalement, on est panafricain, mais en fait pas trop, ou alors je ne sais pas comment on dit ça, régionaliste africain, je ne sais pas trop comment le dire, mais on ne regarde pas au-delà de sa région, on ne regarde pas dans les zones où on ne parle pas la même langue, etc., etc., ce que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je suis très fière que dans cette première saison, on ait pu toucher la Namibie aussi bien que, j'en sais rien, moi, le Cameroun, et jusqu'à redescendre, encore une fois, au Zimbabwe, en passant par Nairobi ou alors l'Éthiopie. Donc vraiment, on a... Sur l'Afrique subsaharienne, on n'a vraiment pas de limite. On a parlé de l'Angola, alors que c'est une zone lusophone. Donc, c'est vraiment un point très, très important pour moi et pour toute l'équipe, bien sûr, sur la production du débrief. L'autre point en termes d'intention, c'était aussi, encore une fois, et je finirai là-dessus, 2 points. Le premier, c'est montrer encore une fois que le discours politique, ou en tout cas le débat politique, le débat sur la chose publique n'appartient pas à une caste, n'appartient pas à un groupe. Parce qu'encore une fois, quand vous regardez les plateaux télé où on discute de problématiques liées à la gouvernance ou à la gestion de nos États africains, très souvent ce sont des hommes d'un certain âge qui sont une fois sur deux professeurs, docteurs et tout autre titre honorifique. Et finalement, on a l'impression que quand on ne rentre pas dans cette case-là, eh bien finalement, on n'a pas le droit à la parole, ce qui est complètement faux, encore une fois. Donc le fait que je sois jeune, que je sois une femme et que j'anime cette émission tout en touchant des sujets qui sont en général une espèce de chasse gardée de certains types d'éditorialistes, c'était aussi un point important. Et même au-delà de ça, d'animer cette émission avec un ton léger, de ne pas être habillé de manière austère, mais plutôt mettre des couleurs, etc., etc. C'est aussi une manière de dire, on peut être jeune, j'allais dire, avoir l'air un peu quasiment superficiel, mais aussi s'intéresser à des problématiques profondes et réelles. Les deux ne s'opposent pas, c'est deux réalités qui peuvent très bien se conjuguer. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes Africains. Et je finirai sur peut-être une de mes dernières intentions, quelque part, c'était de challenger le statu quo, qui, je pense, est un des aspects les plus importants de la jeunesse. C'est aussi de faire bouger les choses et de challenger le statu quo, et le faire à ma manière, en abordant certains thèmes et certains sujets avec, encore une fois, du sarcasme et de l'ironie, parce que ce n'est pas monnaie courante par ici, et surtout derrière, réussir, j'allais dire,
en fait, en tout cas, essayer de libérer plus ou moins la parole, parce que sur certains sujets, il y a une peur, hein, et j'en reparlerai un peu plus tard, il y a une véritable peur de s'exprimer sur des sujets politiques en Afrique. Et pas nécessairement toujours parce que dès que l'on s'exprime, on vous tape dessus, c'est qu'on a déjà tellement internalisé l'autocensure sur le continent, que finalement les gens ne s'autorisent même pas à parler publiquement de choses qui les concernent, parce que vous êtes un contribuable, vous payez des impôts, vous payez des taxes, c'est tout à fait normal, si vous avez des devoirs, d'avoir aussi des droits, et notamment le droit de vous exprimer. Ça, c'est, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, pour moi la liberté d'expression, c'est un droit non négociable. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans de l'injure, dans de la diffamation, etc. Mais tant qu'on reste dans le cadre de défendre ses idées, de challenger les idées d'autres personnes, de challenger nos leaders, je pense qu'on a le droit et qu'il faut exercer ce droit. Parce que malheureusement, peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, mais nos libertés reculent. Hein. C'est-à-dire qu'on perd du terrain un tout petit peu plus tous les jours. On a parfois l'impression que c'est le contraire parce qu'il y a une libération comme ça de l'accès à la technologie, mais en fait, ce que ça crée derrière, c'est que ça crée une tendance à vouloir justement limiter les champs d'expression. Et pour moi, c'était très important, hein, cette partie-là, qui peut-être apparaître militante, mais voilà, de dire qu'on doit maintenir notre droit et exercer nos droits de pouvoir nous exprimer le plus librement possible, encore une fois, sans empiéter sur la liberté des autres. Donc, ce serait un peu tout ça, mes intentions.